Comité consultatif national d'éthique et quelques-uns de ses membres, et de pouvoir faire une séance sur quid du changement de la loi, où en est-on, comment a-t-on procédé jusqu'ici, et peut-être pourrions-nous jeter un coup d'œil sur ce qui va se passer à l'avenir dans ce domaine, parce que je pense qu'on a tous appris de ce qui vient de se passer et que je crois, Jean-François, ça t'a donné des idées. Jean-François Delfraissy, qui vient d'être réélu président du CCNE, et je pense qu'on peut l'applaudir. J'ajoute que Strasbourg est située est la capitale de l'Europe et que le Conseil de l'Europe nous accompagne dans cette table ronde ainsi que certains membres de la table ronde que tu as choisis et donc tu vas les présenter. Jean-François, tu as la parole. Merci beaucoup. C'est la deuxième année que je viens à Strasbourg pour l'ensemble de ces journées. Je suis de nouveau admiratif devant tout ce qui s'y passe. Alors, l'idée générale était que, vous le savez, en France, on a conduit les États généraux de la bioéthique durant l'année 2018 avec l'idée que c'était une première étape pour finalement la construction ensuite plus politique de la loi et la discussion de la loi. Les événements sociétaux récents, intéressants en France d'ailleurs, font que cette loi sera probablement décalée et on envisage maintenant qu'elle sera passée devant le Parlement plutôt à l'été, enfin à partir de l'été ou de l'automne 2019. Néanmoins, sur l'idée générale de ces États généraux qui avaient été souhaités par le législateur précédent et organisés donc par le Comité consultatif national d'éthique, était qu'il y ait une participation citoyenne à la discussion et à l'élaboration d'un certain nombre d'idées sur les grands thèmes de la future loi. Ce n'est pas évident du tout sur des sujets aussi difficiles, aussi clivants. Pour certains d'entre eux, on l'a bien vu, et ça le reste encore, sur certains sujets sociétaux, difficiles parce que complexes au niveau scientifique, comme la génomique, comme la recherche en neurosciences, comme des questions aussi complexes sur les cellules souches, par exemple, eh bien de rassembler les citoyens sur ces sujets. Et chacun est un peu, dans différents pays, cherche à trouver un mode de fonctionnement qui permettent d'aborder ce qu'on appelle cette consultation citoyenne. Alors, à titre personnel, moi, comme président du CCNE, j'y crois beaucoup, parce que je suis issu d'un milieu médical qui a beaucoup discuté avec les associations de patients, et je crois que ça s'inscrit finalement dans quelque chose qu'on appelle la démocratie sanitaire, et qui fait que la construction de notre réflexion sur la santé et sur la bioéthique, elle est avec un triangle qui comprend les citoyens, les médecins et les scientifiques, qu'on va dire les experts, et puis le politique. Et que c'est ce triangle qui est totalement essentiel pour une construction et qui va être encore plus important, me semble-t-il, avec les choix difficiles que nous avons dans les années qui viennent. Alors, ce long préambule, pour vous indiquer que ce qui nous a frappé dans les États généraux, et vous ne serez pas surpris, c'est à plusieurs reprises des questions nous indiquant mais comment, voilà, la science est internationale, elle n'a pas de frontières, et puis comment se fait-il qu'en Europe, par exemple, vous n'ayez pas des positions communes sur un certain nombre de sujets? Pourquoi y a-t-il des différences entre la France, l'Espagne, la Belgique, la Suisse, par exemple, sur des sujets comme la fin de vie ou comme sur certains éléments de la procréation, voire même sur des sujets plus scientifiques, sur l'utilisation des tests génomiques en population générale. Et somme toute, ce n'est pas si facile que ça de donner une réponse. Alors l'Europe de la bioéthique n'est pas encore présente. Vous me direz que l'Europe en général, même si je suis profondément européen, on peut mieux faire. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer un tout petit peu d'essayer de faire ce soir, en ayant invité un certain nombre de collègues européens à réfléchir avec nous sur comment, finalement, le débat citoyen, au niveau de différents pays, existe-t-il ou n'existe-t-il pas, et comment il peut influencer sur la construction, et y compris sur la pensée
de la construction des lois de bioéthique. Alors, je les présenterai au fur et à mesure. Donc, on a un collègue de Belgique, une collègue luxembourgeoise, un collègue français qui fait partie du CCNE, et puis Laurence Wolf qui représente le Conseil de l'Europe. Et donc, on va leur laisser la parole une douzaine de minutes chacun, et ensuite, on discutera des différents enjeux. Je pense qu'aborder ce problème à Strasbourg en janvier 2019 n'est pas anodin. N'est pas anodin car vous savez qu'on a des élections européennes dans 4 mois, que ces élections européennes sont des enjeux à des degrés divers et des enjeux politiques mais aussi sociétaux importants, qu'il y a, on le voit bien, des menaces qui menacent l'Europe. Et que donc la réflexion sur les sciences humaines et sociales, sur la bioéthique et sur des problèmes très transversaux comme la santé sont totalement essentiels. Alors, le premier orateur est Paul Cossens, qui est coprésident du comité consultatif national de Belgique, qui est médecin, psychiatre, et je laisse la parole pour une douzaine de minutes. Merci bien, Monsieur le Président. Je vous remercie pour l'invitation à cette table ronde. Vous avez reçu dans votre documentation quelques éléments de base concernant le comité consultatif de bioéthique de Belgique. Disons que je veux insister sur certains points. C'est une instance absolument... Ce document, vous l'avez au fond de la salle. Hein. Ouais. Voilà. Ah oui. C'est une instance absolument indépendante. Elle a 35 membres effectifs, 35 membres suppléants et 8 membres consultatifs nommés par les différents, je dirais, gouvernements ou sous-gouvernements régionaux. Alors, la composition du comité d'éthique reflète la complexité, la diversité de la Belgique et elle se veut être un reflet de la multiculturalité belge. La Belgique se trouve dans sa position en Europe par sa position géographique au croisement des cultures latines, germaniques, anglo-saxonnes. Il y a en Belgique 3 langues officielles, c'est le néerlandais, le français et l'allemand. Il y a plusieurs courants religieux et courants philosophiques et tous doivent être représentés dans le comité consultatif. Bien sûr, il y a l'égalité homme-femme, mais ça, c'est plus facile à atteindre. Alors, dans le comité consultatif, nous avons des représentants des milieux scientifiques, juridiques, des sciences humaines, philosophes, éthiciens. Il n'y a pas, pour le sujet qui nous concerne aussi, pas directement de représentants des citoyens belges. Donc, ce sont toutes des personnes de milieux particuliers et qui sont proposées et nommées. Alors, je lis dans votre texte que la dernière ligne concernant le comité consultatif de bioéthique belge, c'est que les avis adoptés reproduisent les divers points de vue exprimés. Et là, je voudrais de fait insister sur une caractéristique, c'est que nous avons une règle du non-consensus obligatoire. Lorsqu'on étudie une question de bioéthique, cela fait en général référence à différentes valeurs, des valeurs qui peuvent être contradictoires et des valeurs qui sont en conflit l'une avec les autres. Et la façon dont on hiérarchise ces valeurs fait que nous arrivons à des points de vue différents ou parfois à des conclusions différentes. L'avis sur lequel on se pense actuellement, c'est celui du don d'organes après euthanasie, des patients qui sont acceptés pour l'euthanasie et qui demandent en même temps de pouvoir donner leurs organes. Ce sont des sujets, celui-là, mais comme les autres, qui font appel à des valeurs différentes. Et le but du comité, lorsqu'il analyse une question, n'est pas d'opérer un travail, je dirais, de compromis, coûte que coûte, pour trouver, je dirais, le point commun le plus commun entre tout le monde et du plus bas niveau. Au contraire,
c'est d'opérer une analyse exhaustive et en profondeur des différents points de vue. Et dans les discussions, l'écoute que nous avons de celui qui pense autrement fait que nous devons reformuler notre propre position d'une façon plus concise et beaucoup plus précise. Il est certain qu'il y a des points de consensus également possibles. Je pense ici, le thème, c'est le corps humain. Là, nous avons de nombreux avis sur ce thème-là. Il y a des consensus sur 2 points particuliers. Le premier, c'est celui de la non-commercialisation du corps humain. Ça revient comme thème dans tous les avis, aussi pour la procréation par autrui, etc. Et le deuxième point qui transparaît dans tous nos avis, c'est le respect de l'autonomie des personnes, l'autonomie du patient et l'autodétermination du sujet, qui est une valeur, on peut en discuter, parfois je pense qu'elle est peut-être trop mise en valeur, mais ça c'est un point essentiel qui se trouve d'ailleurs dans la loi belge sur les droits des patients. Alors, ces documents sont bien sûr devenus publics lorsqu'ils sont acceptés et sont l'occasion d'un débat public que nous stimulons, mais cela va son propre chemin. Alors, on peut se poser la question, comment est-ce que le citoyen peut intervenir dans la façon dont nous travaillons? Lorsque nous élaborons un avis, c'est une commission restreinte du comité qui fait l'analyse et qui fait une proposition au comité consultatif en plénier. Mais la commission restreinte peut inviter, bien sûr, des experts. Et je prends l'exemple, un des derniers que nous avons eu, c'est l'assistance sexuelle aux personnes handicapées. Et là, la commission restreinte fait appel au témoignage de ce que je pourrais appeler des experts du vécu, c'est-à-dire d'handicapés qui font usage de l'assistance sexuelle et aussi de personnes qui offrent des services de type sexuel dans ce cadre-là. Et si je prends cet exemple, c'est bien pour vous dire que le témoignage de ces, je dirais, experts du vécu ont apporté beaucoup de choses et ont façonné différents aspects de notre avis qui auraient peut-être été tout à fait différents si on n'avait pas eu ces témoignages-là. Donc, nous pouvons faire appel de cette façon-là à des citoyens dans des contextes particuliers, même s'ils ne sont pas présents, je dirais, dans la composition même du comité. L'exemple que je donne aussi souligne un aspect de notre fonctionnement, mais je pense du fonctionnement de nombreux comités d'éthique, c'est de la confidentialité des travaux qui ne sont pas ouverts au public. Les textes, les avis sont bien sûr ouverts au public et nous faisons une conférence de presse et nous engageons, nous veillons à ce que le débat public puisse se faire, mais la construction même de l'avis et les discussions que nous avons entre nous restent confidentielles, ce qui, je pense, est une condition nécessaire si on veut expérimenter des nouvelles voies dans les problèmes qui sont soulevés. Si le public comme tel ne fait pas partie des membres du comité, je voudrais souligner sur un point, c'est que nous avons émis 74 avis depuis que nous existons, depuis 1997, je pense, 96, 97, et 18% de ces avis sont des autosaisines, c'est-à-dire que personne ne nous a rien demandé, mais c'est le comité lui-même qui, de par la loi qui nous a créés, nous permet de prendre un sujet. Et là, nous choisissons, et nous pouvons bien sûr choisir des sujets qui vivent dans le public sans que la question ne nous ait été demandée explicitement.
Je prends un exemple, c'est celui des mères porteuses, de la gestation pour autrui. Un autre avis d'autosaisine, c'était la vaccination obligatoire par la loi. Est-ce éthique? Faut-il l'accepter? Aussi des demandes de commercialisation du corps humain où nous avons émis plusieurs avis. Donc ce sont des sujets qui vivent dans le public et que le comité peut s'en saisir par autosaisine. Un autre moyen de nous diriger, une activité pour nous diriger vers le public, c'est le fait que nous organisons, et c'est notre mission également, des conférences bisannuelles. C'est-à-dire que le but, c'est d'inciter à la réflexion éthique des étudiants du secondaire et des autres écoles. Et autour d'un sujet que nous leur proposons, et pendant l'année, ils travaillent en groupe le thème pour le présenter ensuite à une séance académique plénière où le sujet est débattu et également encadré avec certains experts qui donnent aussi des avis sur le sujet concerné. Et ce que nous faisons souvent dans ces cas-là, c'est on pose la question avant la présentation sur la question et on regarde les réponses et puis on repose la même question en fin de séance. Les questions que nous posons, c'est par exemple de travailler autour des concepts d'autonomie, de vulnérabilité, de justice sociale. Un des derniers thèmes, c'était soigner. Est-ce un engagement sans frontières, sans limites? S'il y a des limites à soigner, quelles sont-elles? Et je dois dire que ce n'est pas l'activité principale du comité consultatif, mais nous accordons beaucoup d'importance à ces conférences bisannuelles qui donc incitent des plus jeunes à la réflexion éthique. Pour renforcer cet impact ou l'impact que nous pouvons avoir sur le public, il y a également la création ces derniers temps de dossiers pédagogiques qui sont à la disposition du public et de tout le monde et des étudiants, des dossiers pédagogiques qui reprennent l'essentiel des avis que nous avons donnés sur un sujet particulier sans rentrer dans la technicité du sujet. Et nous avons des dossiers pédagogiques, par exemple, sur la fin de vie et ces dossiers pédagogiques sont bien sûr sur le site, gratuits et à la disposition de tout le monde. Voilà les points, je pense, essentiels que je voulais souligner en rapport avec les activités et je suis prêt à répondre aux questions. Merci beaucoup. Je pense qu'on aura, parce qu'on va voir qu'il y a des différences, très clairement, et qu'à la fois dans les mécanismes de fonctionnement et même finalement presque dans l'objectif d'arriver vers un consensus, au contraire vers des opinions qui sont mises sur la table. Alors, Brigitte Cons, qui est membre de la Commission nationale d'éthique du Luxembourg, est-elle juriste? Alors, comment ça se passe au Luxembourg, dans ce grand petit pays au milieu de l'Europe? Je voudrais peut-être commencer d'abord à vous remercier de me donner l'occasion de parler ici. Je voudrais en introduction juste une petite phrase sur notre comité. Je suis d'avis que notre comité d'éthique ou commission d'éthique est composé de citoyens. Parce que notre composition, c'est un peu pareil comme chez vous, mais également des gens, des membres de la société civile qui sont membres de notre commission. Donc je pense le débat citoyen se fait déjà à la commission. Le mouvement des Gilets jaunes, oui, j'en parle
en France, comme les mouvements de masse dans les autres pays, montrent que la communication entre l'État ou le pouvoir, les politiciens, les technocrates et les gens à la base ne fonctionne plus. Les mouvements populaires et les partis populistes dans tous nos pays profitent de cette situation et couvrent l'espace qui s'est creusé entre les citoyens et le pouvoir, représenté par ces fonctionnaires, ces technocrates et politiciens qui ne s'écoutent plus ou ne parlent pas le même langage. Pour cette raison, il est important de sensibiliser le public, les pouvoirs publics et les entreprises nationales et multinationales et le citoyen aux questions éthiques en vue d'élaborer des règles éthiques et de protection des droits de l'homme devant constituer nos standards communs et assurer ensemble le respect. Alors, je me permets de vous fournir quelques exemples du Luxembourg, mais également de l'étranger pour illustrer mon propos. Un moyen de le faire, c'est le référendum, notamment celui du Brexit, m'amène à me demander si cet instrument constitue le moyen adéquat pour lancer le débat public sur des questions éthiques. En effet, la campagne menée par les médias et les politiciens qui étaient pro était virulente, celle du contre était critiquée pour ne pas avoir été assez bien menée et on lui a donné la cause du non. Beaucoup d'Anglais et surtout les jeunes n'ont pas participé au débat en s'abstenant de voter et nombreux sont ceux à réclamer aujourd'hui, alors que les problèmes réels et sérieux se pointent à l'horizon, un second référendum dont l'issue n'est pas certaine. Notre récente expérience en matière de référendum au Luxembourg du 7 juin 2015, notre système électoral impose la participation obligatoire. 3 questions avaient été posées. Elles n'ont pas un rapport avec le corps. Donc, c'était l'inscription facultative des 16 à 18 ans sur les listes des électeurs, l'inscription facultative pour les résidents non luxembourgeois sur les listes d'électeurs et la limitation du mandat au gouvernement à 10 ans. La majorité a répondu par la négative à toutes ces questions, certes sur des sujets autres que l'éthique. Notre Parlement travaille depuis 20 ans à la réforme de la Constitution. Tous les partis politiques se sont finalement accordés sur un projet de réforme. Un référendum est prévu. Selon le résultat du vote, ce travail de 20 ans risque d'être perdu. À mon avis, ce sera un référendum d'évaluation sur le gouvernement en poste et non pas une réponse aux questions posées, quelle que soit et peu importe la formulation des questions. Par ces exemples, j'aimerais démontrer que le référendum n'est, à mon avis, pas le moyen adéquat pour lancer une réflexion éthique. D'ailleurs, si la réponse ne convient pas, combien de fois et doit-on faire autant de référendums jusqu'à ce que la réponse plaise au gouvernement, aux citoyens, même si le vote est obligatoire? Et qui décidera quand ce sera terminé? Quid en cas de changement du gouvernement en cours de route? Doit-on introduire le vote obligatoire chez vous ou dans les pays européens comme au Luxembourg? Je pense que oui. Au moins, les citoyens sont obligés à formuler leur avis par le vote, quelle qu'en soit l'expression ou le résultat. Le droit de pétition est un autre moyen de faire participer le citoyen dans le débat parlementaire. La pétition sur la légalisation du cannabis, discutée par notre Parlement, il faut avoir 4500 signatures pour qu'on en parle au Parlement, a abouti au Grand-Duché du Luxembourg à l'inscription du sujet dans le nouvel accord de coalition signé en décembre 2018 et puis sera intégré dans un texte de loi à préparer et à discuter au Parlement. Hier, on a parlé au Parlement sur 2 pétitions, l'une qui voulait l'interdiction de fumer sur la terrasse et l'autre pétition, c'était le contraire. Finalement, l'interdiction de fumer sur la terrasse n'a pas passé. Au Luxembourg, nous avons élaboré depuis mon entrée à la Commission nationale d'éthique 3 avis concernant le corps.
L'avis numéro 26, vous les trouvez tous sur notre site. L'avis numéro 26, PMA, GPA, accouchement anonyme, autant de défis éthiques pour la société. L'avis numéro 27 sur la diversité des genres, qui existe aussi en anglais, et qui, une loi sur ce sujet s'en est suivie, mais ce n'est pas à cause de notre avis, mais l'avis venait en même temps et le gouvernement nous avait demandé de formuler un avis justement parce que cette problématique était envisagée par une législation. Et l'avis numéro 28 sur le droit à l'oubli. Nous avons l'avantage, comme on parle français, allemand et anglais, qu'on peut s'inspirer des avis des commissions d'éthique autour de nous qui parlent ou qui rédigent leur avis dans ces 3 langues. Actuellement, nous envisageons une autosaisine sur l'éthique et l'intelligence artificielle et une autre sur les personnes vulnérables. Pour les 2 premiers, nous avions invité, après la publication de l'avis, à chaque fois à une conférence publique. La première, le 21 septembre 2016, l'enfant à tout prix, la GPA, à laquelle le professeur Nizan et Mme Wolf avaient participé. Et c'était un vrai succès et le débat était très animé et inspirait nos travaux futurs et nos réflexions futures pour d'autres sujets et événements à organiser. La deuxième conférence, le 28 septembre 2017, la diversité somatosexuelle à l'épreuve pratique, à laquelle M. Simon Sobel, ingénieur franco-allemand diplômé en biologie et en sciences du vivant, intervenait et surtout sur l'identité. Cette conférence était à ce sujet très intéressante, mais malheureusement la conférence n'était pas très fréquentée. Cependant, les débats avec le public et surtout entre les pédiatres et l'intervenant étaient très intéressants et portaient essentiellement sur la question si les parents devaient décider pour l'enfant concerné à le faire opérer et si on devait attendre que l'enfant soit en état de discernement, ce qui normalement est préconisé par toutes les commissions d'éthique, pour décider lui-même de l'opération. Pour notre autosaisine sur la question d'éthique et de l'intelligence artificielle, nous avons organisé la conférence en amont, le 4 octobre 2018, Intelligence artificielle au service de l'homme, notamment pour nous inspirer et pour cerner un peu la direction que prendrait notre avis. Nous avions invité Madame la députée européenne Madi Delvaux, rapporteure sur le sujet auprès du Parlement européen. Malheureusement, cette conférence n'était pas non plus très fréquentée, mais de nouveau, les interventions avec le public ont pu inspirer nos réflexions pour nos débats et notre avis futur. Peut-être me direz-vous, une conférence n'est pas un débat tendant à la démocratie participative, donc le sujet de notre intervention. C'est vrai, mais les débats avec le public permettent de cerner une partie des craintes, opinions, idées des citoyens. Cependant, à chaque fois que je participe à une conférence, je trouve que la place laissée aux interventions du public est trop courte. J'ai vu ici qu'elle était très longue. Et justement, il faut leur laisser du temps pour les questions. Oui. Il nous reste 1 minute. Et c'est souvent la partie la plus intéressante. Le grand inconvénient des conférences est qu'il y en a tellement sur des sujets d'actualité que le public ne vient plus. Il faudra donc réfléchir à de nouveaux moyens de communication et de participation avec le citoyen dans un langage qu'il comprend afin qu'un tous puisse réfléchir sur ces sujets importants. Depuis quelque temps, je collabore en tant que membre de la Commission à une plateforme sur la fin de vie. Nous allons publier un dépliant comprenant une déclaration anticipative ainsi que des informations en plusieurs langues. Il est projeté sous l'égide du ministère de la Famille et de la Santé d'élaborer un plan quinquennal sur le sujet, qui sera discuté au sein de notre groupe composé de professionnels de tous les horizons. Et ce groupe et un coordinateur sera probablement chargé du suivi de ce plan.
J'ai proposé pendant les discussions de réfléchir à une participation du public à ces débats sur la fin de vie, question importante qui nous concerne tous et qui ne devrait pas débuter quand nous commençons à nous faire vieux. Ce débat sera initié par une grande conférence qui célébrera en même temps le 10e anniversaire de notre législation sur l'euthanasie, de celle relative aux soins palliatifs, ainsi que les 5 ans de notre loi sur le droit des patients. Il est prévu de programmer en même temps un film au cinéma afin de sensibiliser le public et pour animer le débat. Cependant, dans Montpellier, uniquement une bonne publicité... Vraiment une minute, là. Pardon ? 1 minute. Une bonne publicité, une plage horaire adéquate, un sujet intéressant permettra de faire venir le grand public pour l'inclure au débat et le faire réfléchir. Je pense que d'autres moyens devront être trouvés, à part ceux que je viens de citer. Par exemple, un appel au public pour des contributions écrites, ce qui limitera malheureusement le cercle de ceux qui pourront participer. Alors, comment créer un espace de communication de qualité entre les divers acteurs représentants des États, les entreprises, la société civile, mais aussi nos médias? Cet espace de communication peut se concrétiser dans des rencontres futures similaires à celles d'aujourd'hui autour des thèmes de l'éthique. Les états généraux que vous organisez me semblent une bonne initiative pour lancer la réflexion. L'idée d'un système d'information électronique partagé et international, un peu comme votre site web de ces débats, pourrait également être intéressant. Ce système électronique permettra notamment de constituer une donnée, je terminerai tout de suite, sur les bonnes pratiques et les expériences dans nos différents États. Cela favorisera la publicité de ces mesures et aidera les acteurs à puiser l'inspiration dans ces pratiques. Cela aidera certainement à mieux harmoniser nos standards et nos règles éthiques. Un de vos questionnements, et assurer une protection plus stricte des droits de l'homme et des règles éthiques dans nos États. Enfin, les échanges entre les divers acteurs, que ce soit lors de la rencontre nationale et internationale, pourront aboutir à une évaluation régulière du statu quo de la réflexion éthique et de la mise en œuvre des règles d'éthique déjà existantes et de leur impact, car nous voulons tous que cette réflexion et ces règles ne restent pas lettre morte. Je vais être obligé de vous arrêter, puis non, vous reprendrez la parole après. Je voudrais ma conclusion. Je voudrais quand même faire ma conclusion parce qu'elle est, à mon avis, elle est un peu provocatrice. Donc, je voulais conclure sur le sujet que, à mon avis, un débat impliquant des acteurs d'horizons les plus variés est nécessaire, mais plusieurs questions restent ouvertes, à mon avis. Est-ce que les citoyens sont mûrs pour cette réflexion éthique? Est-ce qu'ils s'y intéressent? Est-ce que l'État veut des citoyens avertis et critiques? Est-ce que l'État est prêt à accepter leurs décisions et suggestions? Merci. Merci beaucoup. Alors, nous avions un troisième invité européen qui était l'ancien président du Comité national d'éthique du Portugal, dont l'avion, malheureusement, finalement, n'est pas parti. Je le regrette vivement parce qu'il a une vision autour de la relation entre la construction des lois de bioéthique et avec le politique qui est assez intéressante et qui est un vrai sujet. Hein, c'est comment se construit finalement la loi et la relation entre l'autonomie que doit être un comité d'éthique et le législateur. Alors, le prochain orateur est Frédéric Worms, qui est membre du CCNE, mais qui est surtout co-directeur de Normal Sup à Paris et un de nos grands philosophes, disons-le. Frédéric. Merci Jean-François. Merci. De cette occasion, je vais être très bref sur le comité d'éthique français, sur le CCNE, pour 3 raisons. D'abord parce qu'on est en France, ensuite parce que vous avez une brochure qui présente un peu les différents comités, et enfin parce que je parle sous l'autorité et sous le regard de mon président, donc je dois faire très attention à ce que je vais vous dire.
Ce que je voudrais surtout vous essayer de dire, c'est l'importance de l'événement auquel nous participons aujourd'hui, de cette table ronde très particulière dans ce forum de bioéthique à Strasbourg, qui réunit des comités d'éthique et une institution européenne, de différents pays et une institution européenne, dans une réflexion sur le rôle de ces comités dans l'Europe. Et évidemment, une question pourrait venir tout de suite, et même une objection. Ça fait encore un échelon de débat, dans un débat déjà très compliqué. Il y a des forums de bioéthique, il y a des états généraux, il y a des assemblées, il y a des séminaires, il y a des instances très compliquées, multiples. Il faut maintenant, en plus, comparer les différents comités des différents pays, et en particulier dans le cadre européen. Quand on parle de débat citoyen, on a en tête deux extrêmes. Et je dis extrêmes sans jugement. Je pense que ce sont deux extrêmes qui existent et qu'il faut respecter. Il y a un extrême qui est le débat politique dans une institution législative nationale. C'est le Parlement. Et il y a un autre extrême qui est le débat citoyen dans la discussion de tout le monde avec tout le monde, partout et sans cadre. Même s'il y a toujours un petit cadre, ne serait-ce que le café du commerce ou le dîner de famille, qui peut mal tourner, comme d'ailleurs au Parlement aussi. Donc voilà, c'est les deux extrêmes, c'est la discussion citoyenne, civique d'un côté, vraiment sociale d'un autre côté. Mais ces deux extrêmes, sur tous les sujets, ne peuvent pas suffire. Et on le voit aujourd'hui en France autour des Gilets jaunes, on voit très bien comment il est question de construire des médiations entre ces extrêmes. Si on se contente du débat au Parlement, on a l'impression que la discussion n'a pas lieu. Si on se contente de la discussion apparemment sans cadre, on a l'impression que la décision ou la discussion, de nouveau, n'est pas possible non plus. En tout cas, pas avec tout le monde et de manière qui satisfasse tout le monde. Il faut donc des médiations. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on s'aperçoit que la bioéthique, finalement, sous la contrainte de sujets difficiles, de sujets vitaux, mais sur lesquels les politiques ont compris assez vite, et d'abord en France, puisque le comité français a été le premier, qui ne sont pas des sujets politiques, que les oppositions droite-gauche ne suffisent pas, qui ne sont pas non plus des sujets purement techniques, sur lesquels une expertise scientifique pourrait suffire. La bioéthique a donné l'exemple de la nécessité de médiation, de la nécessité d'instances qui permettent le débat, mais qui ne doivent pas pour autant l'accaparer non plus. Parce que, au fond, finalement, la médiation, ça consiste aussi toujours en plus d'une médiation. Et ça s'est passé en bioéthique sur des sujets qui sont communs avec les sujets les plus importants aujourd'hui politiquement. D'un côté, des sujets très controversés, par exemple l'euthanasie ou la procréation assistée, mais aussi des sujets majeurs qui passent un peu à l'as, qui disparaissent un petit peu, c'est-à-dire alors qu'ils sont absolument fondamentaux. Aujourd'hui, les grands changements technologiques, par exemple, qui suscitent moins de passion, bizarrement, que... mais je ne minimise pas l'enjeu anthropologique, des sujets sur la naissance et la mort, mais ils sont fondamentaux. Mais disons que pratiquement, en un certain sens, nos vies vont être affectées beaucoup plus par le numérique, l'environnement, ou le marché, la mondialisation du marché de certaines parties du corps, que par des questions de principe absolument. De même, dans bioéthique, il y a déjà eu ce conflit entre la légitimité des experts, des gens qui ont acquis une compétence, et celle de tout un chacun en tant que tout un chacun. Et nous sommes tous doubles, mais voilà, on doit pouvoir intervenir aussi sur ce sur quoi nous ne connaissons rien en tant que spécialiste, mais tout en tant que sujet vivant et en tant que citoyen. Et puis, il y a aussi, évidemment, donc, cette adaptation au changement majeur. Donc, la bioéthique peut être comprise aujourd'hui comme un laboratoire de la démocratie, et non pas comme un sujet qui échappe aux citoyens, mais à certaines conditions. Et je voudrais juste, j'ai dit que je ne parlerai pas du comité consultatif national d'éthique, mais j'en dirais quand même deux mots sous l'autorité de Jean-François, bien sûr. La première, c'est évidemment le deuxième C de CCNE, comité consultatif. Ça veut bien entendu dire qu'il se situe dans cette médiation. Moi, je dirais entre la science et la loi. Il y a des sujets scientifiques, et puis après, il y a une décision juridique sur leur usage, et entre les deux, il faut discuter et réfléchir. Et il y a déjà une très grande diversité dans ce comité d'éthique, que certains perçoivent comme une boîte noire, mais comme l'ont dit nos collègues d'autres pays européens, il y a une très grande diversité de points de vue. Ce qui a été très important l'année dernière, c'est les états généraux de la bioéthique. On a été chargé officiellement par la loi d'animer le débat citoyen. Or, on s'est aperçu que le débat citoyen, justement, pur n'existe pas. Il n'y a pas de débat sans biais, il n'y a pas de débat sans cadre. Tout cadre impose son principe.
y compris ici, un forum libre, mais c'est quand même un forum de bioéthique avec des experts, là aussi des procédures. Ça n'est pas une instance officielle, mais c'est un cadre public de réflexion et c'est fondamental. Et donc, la force de ces États généraux, ça a été de multiplier les points de vue, de multiplier les participations citoyennes pour que, au fond, chaque cadre vienne compléter les autres. Il y a eu 4 instruments, vous les avez peut-être vus passer. Il y a eu un site internet avec des contributions citoyennes. Il y a eu des débats dans les espaces régionaux qui ont été fondamentaux. Et ce n'est pas une médiation anodine, on le sait aujourd'hui, mais on le savait déjà en quelque sorte. La proximité, disons, avec le rapport aussi à les gens qui travaillent dans cet hôpital, dans cette université, ici et pas ailleurs. Les auditions qui ont été proposées à tous ceux qui le voulaient du moment qu'ils avaient une sorte de mobilisation associative et qu'ils envoyaient un texte de justification de cette demande d'audition par le CCNE, il y en a eu un nombre majeur et pour moi ça a été fondamental et une grande expérience pour nous tous, des associations, des savantes et puis aussi des représentants de patients, toutes sortes d'associations. Et puis enfin, un comité citoyen. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour dire qu'il y a plus d'un débat et plus d'une façon d'impliquer les citoyens. Et ceux qui vous disent qu'il n'y en a qu'une, qu'il s'agisse des ultra-légalistes, disons, qui ont raison, et à la fin c'est le Parlement qui décide, ou des ultra-démocraties directes, qui n'ont pas tort non plus, parce qu'à la fin il faut quand même que tout le monde discute, eh bien ils ont quand même tort s'ils disent qu'il faut seulement l'un des deux. Et le point commun à tout ce sujet, c'est que finalement en bioéthique, la méthode fait partie de l'éthique, tout autant que le contenu. Si vous ne réfléchissez pas sur la méthode, sur l'égalité des points de vue, sur le fait de l'obligation de tenir compte des faits avérés, surtout dans ce monde où il y a des informations qui circulent de toutes sortes, et en même temps des opinions justifiées, dans un cadre aussi limité par les libertés démocratiques, on ne peut rien faire. Alors je ne sais pas combien de temps il me reste, ça dépend de... 2-3 minutes. Alors, je voulais faire 2 choses maintenant, une fois dessiner ce cadre tout à fait général, et je ne vais en faire qu'une. La première chose que je voulais faire, c'était donner des exemples concrets liés au thème du Forum européen de bioéthique, dont le nom même montre l'importance. Mais le corps, mon corps est-il à moi? Je voulais juste donner quelques exemples. Je dirais juste le principe de ces exemples. C'est que mon corps est-il à moi, ça n'est pas si simple. Bien entendu, le corps humain incarne les contradictions de la bioéthique. D'un côté, il peut tomber malade et il faut le secourir. Et ici, c'est envers lui qu'il y a des devoirs absolus. Et d'un autre côté, c'est le corps d'un sujet avec son autonomie, comme cela a été dit. La bioéthique articule ces contradictions. La catégorie que je voulais souligner, c'était celle du don. Pourquoi mon corps n'est pas à moi au sens d'une propriété? Je ne peux pas, par exemple, vendre certaines parties de mon corps. Donc il y a des interdits au nom d'un corps qui est plus important que moi. Et d'un autre côté, évidemment, mon corps est totalement à moi, parce qu'on ne peut rien faire sans mon consentement et sans ma liberté. Donc voilà, il y a déjà des contradictions, et je ne vais pas avoir le temps d'y insister, mais on pourra y rentrer peut-être dans le débat sur quelques exemples sur le corps. Le comité d'éthique belge, comme le français, ont travaillé par exemple sur l'assistance sexuelle aux handicapés. Est-ce que c'est faire appel à une prostitution, donc contredire l'impossibilité de vendre son corps, etc. Bon, les contradictions sont partout, mais la bioéthique est solide. Il y a un cadre solide dans tous les pays. Alors, la deuxième chose que je voulais faire, et je vais le faire très brièvement, c'est dire pourquoi aujourd'hui la confrontation inter-européenne, c'est-à-dire par principe interdémocratique, parce que les différents pays d'Europe sont des pays démocratiques, pourquoi est-elle nécessaire? Elle est nécessaire parce qu'il faut cet échelon de plus pour la bioéthique elle-même, mais elle est nécessaire aussi, et là la bioéthique doit servir de laboratoire pour construire l'Europe en tant que telle. Si vous lisez autour de la bioéthique, et même dans les avis du CCNE, vous allez toujours trouver 2 risques concernant l'international, deux craintes légitimes qui peuvent devenir des fantasmes dans nos sociétés. Il y a 2 fantasmes. Et ces 2 fantasmes sont quand même réfèrent à des réalités, mais justement, nous devons les démentir. Le premier fantasme, qui réfère à une certaine réalité, c'est le fantasme du chaos international, de la mondialisation. À quoi servons-nous, comités nationaux, dans un monde où la fraude est plus importante que la règle et que finalement, il y a même des États qui ne sont absolument pas démocratiques et qui, même s'ils ont des comités, il y a des États qui ont des constitutions et qui sont quand même des dictatures. Ce fantasme est le premier fantasme contre lequel nous devons lutter parce qu'il peut devenir une réalité et il y a une partie de cette réalité qui nous environne. Le deuxième fantasme qui marche beaucoup en Europe,
mais ça, ma voisine va y répondre dans un instant, et enfin, un instant, je fais transition. C'est le fantasme d'une instance supranationale qui imposerait une loi unique. Donc d'un côté le chaos, de l'autre côté la sorte de dictature, la loi unique. Et là, l'Europe, mais Laurence va nous dédramatiser ça, je pense, dans un instant, l'Europe prend la place dans certains imaginaires français de ce deuxième fantasme. Et je crois que, contrairement à ce qu'on peut se dire, je pense que la confrontation interdémocratique est très importante. Dans la comparaison internationale, il faut distinguer. Si on compare la France et la Chine, je pense qu'on va vraiment aller sur des choses absolument radicales, fondant sur le fondement de la démocratie, ne serait-ce qu'à cause de la peine de mort, dont la légalisation est une impossibilité pour un pays européen. Vous savez que si un pays européen admettait la peine de mort, ce serait beaucoup plus rapide que le Brexit. Le lendemain, il ne serait plus en Europe. Ça irait beaucoup plus vite pour être renvoyé de l'Europe. Donc il y a quand même des principes communs. Et donc, on n'a pas à se comparer avec des pays non démocratiques. L'intérêt, c'est justement de faire des différences entre des pays qui ont construit des cadres démocratiques et qui pourtant arrivent à des lois complètement différentes. L'euthanasie est légalisée chez nos deux voisins, pas en France, et pourtant, même type de procédure, même type de comité, donc en un sens, même légitimité des deux décisions, et ça oblige à méditer sur la contradiction de la bioéthique dans un même pays et entre des pays. Mais d'un autre côté, et c'est pareil pour d'autres sujets brûlants et pour des sujets moins brûlants. Et moi, je vais terminer sur un autre point, c'est que il y a donc cette solidité des cadres qui permet une grande diversité, mais qui oblige aussi à s'unir. Et là, l'Europe est quand même à la fois un pôle de diversité et un pôle d'unité. Il y a des principes communs, je les ai évoqués, et je pense qu'on a besoin d'être ensemble aussi pour les renforcer. On a déterminé aussi au CCNE quelques grands sujets transversaux qui sont quand même dans cette mondialisation d'aujourd'hui et qui sont des grands risques pour la santé humaine. Il y a évidemment la mondialisation économique comme telle, qui n'est pas un sujet secondaire. Il y a les questions d'environnement. Il y a la question du numérique et de l'intelligence artificielle. Ici, sur la base de principes communs, je pense qu'en bioéthique comme ailleurs, l'unité européenne sur fond de diversité et sans fantasme de dictature supranationale, l'unité européenne peut vraiment nous amener à peser dans le monde. Et au fond, il y a ici une question, c'est-à-dire quelle peut être, et là je la pose aussi à Laurence, même si je ne l'ai pas prévenu, mais ce n'est pas grave, quelle serait la participation citoyenne à l'échelle de l'Europe ? Nous commençons à construire laborieusement et différemment dans chaque pays une construction citoyenne. La crise actuelle en France montre bien que ce n'est pas si facile. Mais en bioéthique, on le savait. Essayer d'organiser un débat, vous le savez ici même, selon les sujets. Mais il faut le faire. Quel débat européen sur la bioéthique ? Hier même, nous organisions à l'école normale un Parlement européen étudiant avec des étudiants qui proposaient des sujets pour l'Europe. Et il faut évidemment qu'il y ait un débat européen pour que l'Europe commence à exister. Et débat, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du pour et du contre, sans que ce pour et ce contre soient entre la démocratie et le fascisme, parce que là, ce n'est pas un pour ou contre dans la démocratie sur des options également légitimes. Donc on retrouve ici la question du débat intra- ou interdémocratique. Et le dernier point que je voulais souligner, donc voilà, en fait non, j'ai fini, mais le point sur lequel je conclurai, c'est que l'éthique et l'Europe sont deux sujets fragiles. Deux sujets potentiellement violents, potentiellement de guerre civile. Et là, il y a une alternative très simple. Soit tous les deux se fragilisent ensemble, soit ils se renforcent mutuellement. Alors, une lourde tâche pour Laurence Wolf, qui est chef de l'unité de bioéthique de la direction des droits de l'homme au Conseil de l'Europe. Et avec une réflexion du Conseil de l'Europe depuis maintenant plusieurs années, mais en particulier depuis 18 mois, sur la construction d'un débat citoyen à l'échelon de l'Europe élargie. Bien, merci beaucoup et je vais essayer de relever le challenge en quelque sorte. J'avais prévu d'embarquer vraiment sur la question du débat public. Il me paraît important parce que la notion d'Europe a été évoquée et je pense que dans les esprits, quand on parle d'Europe, on pense Union européenne. C'est une des organisations européennes avec 28 ou 27 selon le moment de l'actualité États membres. Et il y a une autre organisation qui est basée à Strasbourg, qui est le Conseil de l'Europe,
qui est une autre organisation intergouvernementale européenne, mais qui est composée de 47 États membres, comme vous avez pu le voir dans la brochure qui vous a été distribuée, et qui ne fonctionne pas exactement de la même façon et qui notamment n'est pas une organisation supranationale comme peut l'être l'Union européenne. Donc première réponse à la question de Frédéric Worms. Le mode de fonctionnement du Conseil de l'Europe, c'est par coopération entre les États qui en quelque sorte s'engagent les uns envers les autres à respecter un certain nombre de principes qu'ils définissent en commun. Et là, je vais venir justement à l'absence ou les différences de position qui ont été évoquées dans votre introduction, Monsieur Delfraissy, pour dire qu'il y a des positions communes en Europe, qu'elles ont même été établies il y a 20 ans maintenant, un peu plus de 20 ans, à travers la Convention des droits de l'homme sur les droits de l'homme et la biomédecine, qui est un texte de référence. Je n'irai pas dans le détail, mais ce qui me paraît important, c'est que dans cette convention, il y a plus de 20 ans, il y avait une disposition sur le débat public qui exigeait des États qu'ils promeuvent ce débat public, non seulement qu'ils encouragent ce débat, mais qu'ils consultent leur opinion publique. Ce sont donc des choses qui ont fait consensus au niveau européen il y a déjà plus de 20 ans et ça me paraît important de le rappeler. Qu'est-ce que cet article disait? C'est l'article 28 de la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine. Je ne vais pas rentrer dans un discours juridique, mais ça me paraît important au regard de cette semaine et puis de la thématique de cette table ronde. Sensibiliser, promouvoir, consulter. Je vous rappelle que cette disposition est adressée aux États, donc au pouvoir décideur. Sensibiliser, c'est sensibiliser l'opinion publique, l'informer, donc un devoir, je dirais, de transparence, d'information sur l'évolution du domaine de la recherche, de la biomédecine, dans un objectif de promouvoir un débat sur les enjeux de ces développements pour la société. Je vais revenir sur les raisons de cette obligation. Et ensuite, promouvoir le débat dans la société sur ces questions-là. Premier volet. Je dirais que d'une certaine façon, les États, non pas les États généraux, mais c'est encore un autre volet, mais le Forum européen bioéthique répond tout à fait, même s'il n'est pas décidé par l'État, mais en tout cas dans sa forme, répond tout à fait à cet objectif de promotion du débat et d'information et de sensibilisation. Puis deuxième volet, la consultation. Donc, demander aux États de consulter la société sur des questions qui la concernent. Et c'est là, je dirais, la raison fondamentale de cette disposition, rédigée par des États pour des États, encore une fois, qui s'auto, je dirais, impose de faire cette démarche du débat public. Pourquoi cela? Tout simplement parce qu'il y a une reconnaissance que les développements dans le domaine biomédical, et notamment à l'époque où la Convention avait été élaborée, il y avait des grandes avancées dans le domaine de la transplantation, de la génétique, de la procréation médicalement assistée, avec une possibilité, je dirais, d'intervention sur la vie humaine et de contrôle de cette vie grandissante. Donc la reconnaissance que ces questions-là touchent tous les membres de la société, et la société dans son ensemble, à la fois à l'échelle individuelle, à l'échelle du groupe, et je dirais à l'échelle de l'espèce. Et actuellement, avec l'édition du Génome, cette question est tout à fait d'actualité. Et que pour cette raison, il était essentiel que les autorités consultent cette opinion publique sur des sujets qui les concernent directement. D'où cette disposition qui d'ailleurs donnait aux comités nationaux d'éthique un rôle particulier en suggérant que c'est des structures qui peuvent contribuer à la promotion de ce débat et à, je dirais, la réalisation de ce principe juridique. Donc ça me paraît tout à fait important de souligner cet élément-là, parce qu'il s'agit d'un accord et un accord qui date de plus de 20 ans. Alors, je voudrais revenir sur pourquoi le débat public est important. J'en ai esquissé quelques aspects, mais ça me paraît important de le faire maintenant. J'ai parlé de l'impact sur les sociétés, mais il y a aussi une nécessité de compréhension de l'évolution de la recherche et des pratiques, de contribution à l'introduction d'une sorte de responsabilité commune face à ces développements. Et puis, et là c'est peut-être un argument pragmatique et politique, le maintien de la confiance et cette rupture, ce fossé grandissant marqué par un manque de confiance entre les institutions a été déjà souligné et ça me paraît également important de le rappeler ici.
Et puis, je trouve intéressant de dire que cette démarche-là, dans l'esprit des rédacteurs de la Convention, contribuait de façon importante à une prise de décision légitime. Et je pense que tout ça fait le lien entre ces débats publics et cette connexion entre ce débat, cette sensibilisation et la fabrication de la loi. Et le rôle du Comité national d'éthique, des comités nationaux d'éthique, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de modalités différentes pour ce débat public. À l'échelle des 47 États membres, je pourrais vous donner des exemples, ils sont extrêmement divers. La plupart des États ont des comités nationaux d'éthique qui ont en théorie un rôle dans ce débat. Dans la pratique, les choses sont plus ou moins développées. Je dirais que la France, à ce niveau-là, se situe à un niveau extrêmement élevé. En tout cas, c'est comme ça que c'est ressenti au sein du comité de bioéthique du Conseil de l'Europe. Alors, pourquoi ce débat public est particulièrement important maintenant? Il était important, il l'a toujours été, ce sont des questions de société. Pourquoi particulièrement maintenant? Mais comme vous avez pu le voir tout au long de cette semaine, je pense, les questions que soulèvent ces développements sont des questions éminemment complexes et auxquelles on apporte rarement une réponse binaire. Se rajoute à cela, avec une évolution technologique qui ne cesse de s'accélérer, une rapidité des développements, ou en tout cas de la façon dont ils sont envisagés, qui est extrême. Mais en même temps, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de difficultés à évaluer les risques réels que ça peut avoir pour nous en tant qu'individus, pour des groupes au sein de la société et pour la société dans son ensemble. Donc, le risque, c'est si on ne commence pas à se saisir de ces questions-là, à y réfléchir en tant que société, c'est de finalement à se réveiller, et y compris d'ailleurs pour les autorités, au moment où c'est déjà là, et finalement c'est trop tard, c'est déjà ancré dans une culture, et les risques que l'on n'avait pas forcément envisagés, ils sont là, et ils peuvent être extrêmement importants et graves. Donc, face à cet, je dirais, accroissement de la vitesse de développement, mais également de l'emprise sur la vie humaine, et là encore, je pense qu'il n'est pas nécessaire de développer ce qui a été évoqué à travers d'ailleurs tous les forums, toutes les éditions de ce forum depuis 9 ans et puis cette semaine, on voit bien comment on a une emprise croissante sur la vie humaine. Je ne dis pas ça pour renier au contraire toutes les avancées que ça constitue également. Et c'est bien là la difficulté, c'est qu'on est rarement dans quelque chose qui est tout négatif ou tout positif. Et l'importance de ce débat, c'est justement d'arriver à dessiner petit à petit ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable, comment on peut respecter les libertés individuelles. Et j'insiste là-dessus, je pense qu'il est important aussi, et c'est je dirais un message que j'aimerais faire passer, dans cette notion de droit qu'on invoque beaucoup dans le débat autour de ces questions actuellement, on pense aux droits de l'homme, hein, mais on a tendance un peu, je trouve, à oublier que les droits de l'homme, ça veut dire responsabilité et solidarité. Et l'exercice d'un droit individuel, même si en apparence il ne semble affecter que soi-même, il affecte la façon dont les autres pourront exercer leurs propres droits. Et je pense que c'est quelque chose de très important dans la réflexion, dans ce débat public. Je terminerai pour le niveau national et international, parce qu'il me semble important d'évoquer cette question-là. Actuellement, il y a surtout un développement de la réflexion nationale. Mais en réalité, elle impacte déjà l'international. Pourquoi? Tout simplement parce que toute cette réflexion qui est faite au niveau des comités nationaux d'éthique, à travers les échanges et l'impact que ça a au niveau national, revient dans les discussions au niveau européen et international à travers les délégations des États. Donc finalement, on a déjà un impact du national sur l'international. Puis par ailleurs, il y a une réalité. Toutes les questions qu'on évoque, ce sont des questions qui ne connaissent pas véritablement les frontières. Et je rajouterai à ça la richesse que peut représenter un débat entre pays sur la façon d'aborder ces questions-là sous des angles qui ne sont peut-être pas forcément évidents dans certains pays et des éclairages qui peuvent être apportés par les avis d'autres pays. Je parle des éclairages, c'est la raison pour laquelle je pense très important que dans les avis des comités nationaux, il y ait tout un développement d'analyse préalable. Les conclusions peuvent être différentes, mais l'analyse, elle contribue à éclairer le débat, y compris au niveau international. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Bien, il est temps qu'on ait quelques questions. Moi, juste un commentaire pour reprendre ce qui a été un tout petit peu dit et qu'on a entendu dans les États généraux de la bioéthique en France et dont il faut que vous soyez tous conscients.
c'est que de la part de nos concitoyens, en tout cas qui ont participé à ces États généraux, commence à s'installer un climat de défiance, à la fois par rapport aux médecins ou aux scientifiques, pour des raisons diverses, suite à des résultats qui ne seraient pas retrouvés au niveau des scientifiques, par les liens d'intérêt que pourrait avoir la communauté médicale. Et c'est une des choses qu'on avait beaucoup évité. On était dans un climat de confiance, de construction, et qui existe déjà, vous le savez, dans le milieu anglo-saxon et en particulier aux États-Unis. Et donc l'existence même du débat, de mettre sur la table, mais de diverses façons, il va y avoir différentes possibilités. Celle de Strasbourg est magnifique, je trouve. Eh bien, ce qu'on a à construire ensemble, et probablement avec un certain nombre de collègues européens sur les 3 ou 4 années qui viennent, va être totalement essentiel. Bon, la parole est dans la salle. Je vais m'attribuer le privilège de la première question. Quand on a créé ce forum européen de bioéthique, on s'était tous rendu compte qu'il fallait limiter à l'Europe et que même outre-Atlantique, les choses étaient vues de manière tellement différente que ce serait déjà assez difficile de se mettre d'accord entre Européens, et on avait limité notre ambition, et heureusement, Laurence nous a souvent aidés à avoir des points de vue autres qu'européens. Mais Frédéric, vous avez parlé de pays démocratiques et de pays non démocratiques. Et ma question est la suivante. Pensez-vous que si les pays non démocratiques continuent de changer le génome, comme ils ont dit qu'ils l'avaient fait, je ne sais pas si c'est une infox, pour protéger contre le sida des embryons, et qu'ils continuent ça, alors ils ont dit qu'ils allaient arrêter, ils ont viré le chercheur qui a prétendu le faire, et on n'a pas vérifié si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais les Chinois n'ont pas lu Kant. Et ils sont très préoccupés de tout ce qui peut rapporter beaucoup, beaucoup d'argent. Et sur les biotechnologies, il y a des enjeux économiques énormes. Ma question est la suivante. Pensez-vous qu'on va pouvoir rester bien tranquillement entre pays démocratiques à surveiller la circulation de l'information, la protection des citoyens, alors que tout autour de nous, des pays n'ayant pas les mêmes fondements philosophiques et pas du tout la même manière de voir le monde, évolueront, modifieront l'espèce humaine. Je réponds ? Oui. Oui, c'est un sujet qu'il faut affronter directement, c'est-à-dire avec une petite nuance, c'est qu'entre les extrêmes, il y a des degrés. Et d'ailleurs, aucun pays n'est parfaitement démocratique, mais il y a des seuils, évidemment, de démocratie. Et moi, je pense qu'il faut beaucoup travailler sur ces degrés. Et il y a des seuils qui permettent de parler quand même de certains pays qui partagent le franchissement de beaucoup de seuils. Par exemple, les élections libres, les droits de l'opposition, la liberté de la presse et quelques autres. Mais bon, donc ça nous permet déjà de définir des seuils. Il y a un pays où il n'y a aucun contrôle, où les comités d'éthique, par exemple, ne seraient pas des contre-pouvoirs transparents avec et eux-mêmes ayant des contre-pouvoirs ensuite, ici et là. Bon, voilà. Donc ça permet quand même de déterminer des seuils, évidemment. Et la première réponse à la question, à mon avis, c'est justement d'affirmer la différence entre la démocratie et la non-démocratie, de l'assumer et de ne pas se laisser leurrer par des pièges. Par exemple, ces pays peuvent se doter de comités d'éthique. Et simplement, ce n'est pas le mot comité d'éthique qui fait le comité d'éthique. Il faut évidemment que des institutions. Et je crois déjà que rappeler aux citoyens du monde que la démocratie, ce n'est pas juste des bons sentiments et des valeurs locales, mais que justement ça permet des règles pour des choses vitales communes à toute l'humanité, c'est un enjeu majeur. Je pense d'ailleurs qu'au fond, le dernier sujet, c'est triste à dire, mais un des derniers sujets sur lesquels les citoyens du monde sont capables de converger vers la démocratie, ce sont les sujets vitaux. C'est l'environnement, quand la pollution sera insupportable en Chine parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas d'ONG, il n'y a pas ça. Bon. Et ce sont ces sujets-là malgré tout. Et on le voit bien aussi en Russie sur d'autres sujets. Donc il faut continuer à dire ce qui est démocratique et ce qui ne l'est pas. On peut pas juste Et le deuxième point, évidemment, c'est d'avoir d'abord confiance dans le discours public et aussi de s'associer mutuellement. Et c'est ici que, évidemment, la voix de l'Europe, malgré tout, peut compter. La voix est aussi la loi, avec quand même un certain nombre de règles. Et au fond,
Moi, je ne crois pas du tout que ce soit vain. Au contraire, je pense que, comme on le voit aujourd'hui, la démocratie est attaquée de partout. Un des derniers sujets sur lesquels on voit vraiment la différence, c'est justement ces sujets-là. Quand les Chinois installent les exécutions des peines de mort dans les sous-sols des hôpitaux pour que les organes des condamnés à mort puissent être plus vite trafiqués, enfin envoyés dans le trafic, tous les citoyens du monde entier ont un sentiment de révolte. Ben, je crois que les sentiments démocratiques sont un peu rares aujourd'hui. Allons les renforcer là où ils sont. Ils suscitent quelque chose d'évident. Qui souhaite la parole ? Oui. Merci. Alors bonjour, moi je suis simple étudiante en droit et vous avez notamment Madame Conze, excusez-moi pour la prononciation, vous avez soulevé la difficulté d'instituer le débat et vous avez été après nombreux, messieurs, dames, à souligner la difficulté du débat, à instaurer le débat citoyen. Et donc, comment vous pensez qu'on pourrait l'instituer véritablement? Parce que, quelque part, il y a, certes, on est ici, et vous inviter à prendre la parole, mais quelque part, est-ce qu'on a, nous, en tant que citoyens, assez d'informations pour réfléchir sur la bioéthique en ce moment? Car bien sûr, on peut être intéressé, mais les publications, on a Internet et c'est formidable, mais les publications scientifiques sont souvent difficiles d'accès. Et comment est-ce qu'on pourrait, nous, plus simplement avoir accès sans forcément avoir accès à l'information, sans forcément devoir faire une démarche très longue, quelque part. Éducation des citoyens. Moi, je pense que de poser des questions à Internet. J'ai toujours fait de la bonne expérience en posant des questions précises. On trouve des articles et on les lit. Bon, les articles scientifiques, moi, j'ai toujours des difficultés pour les comprendre et je pense que ce sera la même chose pour vous. Et peut-être de lire les avis des commissions d'éthique parce que vous voyez, bon, en France, vous pouvez en Suisse, s'ils sont écrits en français, en Belgique, s'ils sont écrits en français, vous pouvez, je pense déjà, c'est une bonne source d'information et souvent, ces avis regardent un peu autour ce qui se fait en Europe, ce qui se fait au Conseil de l'Europe, ce qui se fait en France et vous avez déjà une bonne vue, je dirais. Attendez, le micro. Vous entendez là? C'est bon? Non. Non. Vas-y, mais... Oh, là, c'est bon? Oui. J'ai du mal. Ce qui me paraît important, je vais peut-être me positionner plus en amont que ça. Ce qui me semble tout à fait important pour le débat public, c'est que chacun se sente légitime à y participer. Et je pense que là, il y a un travail d'éducation à faire qui me paraît tout à fait important. Je pense qu'on a tous fait des sciences nat au lycée, on a tous fait un parcours scientifique aussi, il n'y a pas que ça, un parcours philosophique également. Et peut-être pas forcément dans l'idée de pouvoir être des citoyens capables d'exercer un esprit critique sur des développements. Et je trouve que c'est dommage. Et par ailleurs, la notion d'expertise, pour moi, elle est très relative. Je pense que dans justement le débat pluraliste et multidisciplinaire, qui à mon avis est essentiel et c'est celui que l'on recherche, il y a une responsabilité de la part des scientifiques d'apporter des informations et pas des positions ni des opinions, même s'ils ont parfois du mal à le faire. En tant que citoyens, ils ont une légitimité, mais ils doivent apporter cette information-là et de le faire d'une façon qui me semble appréhendable par des personnes qui ne sont pas experts. L'expertise oblige, je dirais, pour paraphraser un philosophe, l'expertise oblige et ça me paraît très important de ne pas se sentir illégitime tout simplement parce qu'on n'est pas expert entre guillemets. Et je veux juste citer un scientifique qui m'avait beaucoup touché à une conférence qui m'a dit, moi finalement ma légitimité à participer au débat c'est que je suis citoyen. Et je pense que c'est vrai, au sens du débat. Je suis citoyen. Et ça me paraît tout à fait important de le réfléchir dans ces termes-là. Et je vais peut-être faire un parallèle
qui vaut ce qu'il vaut, mais vous n'envisagez même pas de ne pas aller voter. Pourtant, vous n'êtes pas expert sur tous les trucs pour lesquels vous allez voter. Je vais me permettre encore une question. On est dans un paradigme qui est que notre pays est très attaché aux grands principes. On l'a vu au moment du débat sur l'IVG, on le voit encore maintenant, un enfant sans père, une souffrance sans fin. On est dans une logique très contraire à celle des Anglais qui, eux, ont mis des systèmes d'agence au point, notamment en matière de reproduction. On a l'impression que les grands principes puis s'y intéressent philosophiquement, mais qu'en pratique et de manière pragmatique, il y a des agences qui autorisent ou qui n'autorisent pas tel dossier, tel cas. C'est un peu l'inverse d'une autre. Alors c'est 30 km de nous, la Manche. Est-ce que vous croyez vraiment que même entre Européens, on peut s'entendre sur les grands principes bioéthiques, alors que je vois la Pologne sur la question de l'IVG, où je vois des pays qui sont très proches de nous culturellement et qui sont à l'opposé de manière un tout petit peu irrédentible. Peut-être M. Cossens veut répondre. Je ne partage pas tout à fait cette analyse parce que je pense que même à 30 km au-delà de la Manche, il y a des principes de bioéthique qui font consensus au niveau européen. Je pense que l'interdiction du profit, qui avait été évoquée par Mme Krons, fait consensus au niveau européen. Le consentement fait consensus au niveau européen. La réalité, c'est que être d'accord sur un grand principe et sur des valeurs de droits de l'homme ne dit pas exactement comment on va agencer ces différents principes quand ils vont rentrer en tension les uns avec les autres, et ça peut arriver, voir comment on va les mettre en œuvre par rapport à des évolutions de l'environnement. C'est aussi ce qui était important pour les rédacteurs de la Convention d'Oviedo, enfin de droits de l'homme et biomédecine, c'est d'être conscient de cette évolution constante. Donc, se mettre d'accord sur des principes ne veut pas vouloir forcément dire que dans la situation précise, on va être complètement d'accord sur comment il faut agir. Mais l'accord sur les principes, il est là, et c'est très important qu'il y soit. Et le travail qui doit être fait au niveau international, c'est de limiter, à mon sens, cette marge de manœuvre d'interprétation autour de ces principes-là. Mais c'est une réalité. Il y a les principes sur lesquels nous sommes d'accord. Les principes sur lesquels nous sommes tous d'accord, c'est l'autodétermination du sujet et le respect de l'autonomie de la personne pour décider sur son corps. Bon, alors on l'applique à la fin de vie et là on commence des discussions qui sont d'une autre nature, mais le principe est le même. Le principe de base est accepté. Il y a un point dans la question qui a été posée devant lequel on ne peut pas entièrement se dérober, qui est, évidemment, il y a des grands principes et ils sont fondamentaux que tous les pays démocratiques partagent, et notamment en Europe, et on vient d'en rappeler certains, et ils ont des applications précises dans les bioéthiques, comme le consentement, la non-marchandisation, et c'est absolument fondamental. Et pourtant, il y a aussi des petites différences historico-culturelles aussi entre les pays, mais qui n'empêchent pas que ça repose sur des principes. Par exemple, on dit souvent, je crois qu'Israël Lisan disait à propos disant il n'y a pas de principe, les Chinois n'ont pas lu Kant. Bon, les Allemands respectent Kant, c'est-à-dire la loi morale universelle, la dignité, etc. Les Français, c'est liberté, égalité, fraternité. Et les Anglais n'auraient pas de principe parce qu'ils seraient au-delà de ces grandes choses qu'ils respectent aussi. Ils auraient l'utilitarisme et puis l'attention au cas individuel. Mais l'attention au cas individuel et même la question de l'utilité, du coût-bénéfice, c'est aussi un grand principe. Et il y a un grand principe qui complète les grands principes, qui est le principe de l'éthique clinique, le principe de l'attention à l'individuel. Il se trouve que les comités d'éthique sont plutôt dans la réflexion sur la loi, sur le général, mais c'est complété là aussi, il y a plus d'un débat. Dans les hôpitaux, il y a des comités d'éthique clinique, il y a des cas difficiles, des cas douloureux, et même je pense que dans les lois sur des sujets difficiles, tout est prévu pour encadrer les décisions dans les cas cliniques. Donc on est tous un peu français, anglais, allemands. Je pourrais vous raconter des blagues qui circulent entre philosophes sur les différences culturelles de ces trois groupes, mais je pense qu'il faut au contraire se compléter, pas caricaturer l'autre en disant voilà, les Allemands sont des universalistes qui ne s'intéressent pas aux cas particuliers, les Anglais sont des particularistes qui ont toujours critiqué la Révolution française et ses principes abstraits. En fait,
tout le monde sur ces sujets concrets est un peu... En ce qui concerne les principes de non-marchandisation du corps au sein de l'Europe, il me semble pourtant qu'il y a quand même quelques différences. Parce que le don d'ovocytes en Espagne, par exemple, est rémunéré, il ne l'est pas en France. Et il me semble aussi que je peux peut-être me tromper, il me semble aussi que la grossesse pour autrui est permise en Angleterre et que les femmes sont rémunérées. Je peux répondre là-dessus. Le principe d'interdiction du profit est appliqué en Angleterre comme dans tous les pays européens. C'est d'ailleurs un principe de la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, mais ça a été repris dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il faut faire attention de la façon dont on parle. La maternité de substitution est autorisée dans un certain nombre de pays d'Europe, grande Europe ou petite Europe, jamais à des fins commerciales. Ce qui est versé, ce sont des compensations. Et quand je dis compensation, c'est vraiment compensation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être précis par rapport à ça, c'est-à-dire prise en charge des frais de soins, prise en charge des médicaments, des suivis de grossesse, des déplacements en train quand il faut éventuellement se déplacer pour aller faire un examen. Donc effectivement, il y a un échange d'argent ou une prise en charge de cet ordre-là, mais qui n'est pas considéré comme relevant d'une pratique commerciale. C'est considéré comme, entre guillemets, une GPA altruiste. La réalité, dans différents pays européens, on peut en discuter. Mais en tout cas, dans les textes de loi, ce n'est pas une GPA commerciale. En ce qui concerne le don d'ovocytes, on est un peu dans la même situation. L'interdiction du profit qui se retrouve dans les principes de la Convention que j'ai évoquée et qui se trouve dans la Charte des droits fondamentaux, elle n'exclut pas la compensation. Si, par exemple, vous avez besoin de prendre un jour de congé, vous avez une perte de salaire, si vous avez besoin de vous déplacer, tout ça peut être remboursé. Donc il y a la possibilité de compenser pour une perte de salaire ou de rembourser pour des frais qui sont liés au don. Et ça, c'est possible dans tous les pays pratiquement. Donc, mais pour autant, on ne parle pas de paiement. Vous avez évoqué le paiement en Espagne. En Espagne, c'est également une compensation dont la somme est définie par le gouvernement. Là où on peut se poser la question, et je me permets de la poser ouvertement, c'est quand il ne s'agit plus, il y a une somme forfaitaire de compensation, si on prend vraiment au vrai sens du mot, mais quand il s'agit d'une personne qui n'a pas de salaire, qui n'a pas à se déplacer, et à qui on va verser cette somme, on peut se poser la question de savoir si on est effectivement dans cette marge autorisée dans le cadre de cette interdiction du profit. Mais il me paraît important de bien préciser ce qu'on entend par paiement, compensation, incitation. Ça me paraît important. D'une part, je vous félicite tous qui sont impliqués au niveau européen, dans toutes les nations ou autres de ces comités d'éthique, dans les réflexions extrêmement fines et de coordination. Mais je m'étonne un petit peu que vous n'évoquiez pas quelque chose qui se développe en ce moment, c'est la remise en question des experts et des sachants, et que pour le coup, toute l'activité que vous dépensez ne commence à être sapée par l'augmentation de ce sentiment que n'importe qui peut dire n'importe quoi, et en plus en faisant un certain nombre de confusions, c'est-à-dire c'est bien qu'il y ait un niveau où les opinions s'opposent en tant qu'opinion et qu'on a le droit d'avoir le goût pour une chose ou le goût pour autre chose, mais qu'en ce moment, il y a une vraie confusion entre le choix politique ou les opinions relativement de goût et les faits. Et que déjà le partage sur les faits ne se fait pas, et qu'en revanche, le partage des rhétoricien est primordial. C'est-à-dire que quelqu'un dit blanc, quelqu'un dit noir, on va dire que la réalité est grise. Mais non, pas toujours. Ces éléments, c'est-à-dire le fait que ça dévalorise le travail très appesanti et très fouillé qui peut être fait par un certain nombre de choses, ou bien le travail d'explication de la réalité, se trouve énormément balayé en ce moment. Alors, moi c'est évidemment une très bonne remarque. Je l'ai évoqué quand même au départ de cette réunion. Je vous ai parlé du triangle, tel que je le voyais, pour simplifier, entre d'une part la position du citoyen, la position des experts, appelons-les, ou des sachants, et puis finalement la position du politique qui va finir par décider.
il est hors de question. Moi, il se trouve que je préside le Comité consultatif national d'éthique, mais fondamentalement, je suis issu du milieu scientifique. Je ne vais pas jeter les experts avec l'eau du bain. Hein. Et c'est fondamental qu'il y ait une vision d'expertise, ne serait-ce que dans un monde qui est fait de fausses nouvelles, de construction, où chacun peut sur un site web raconter tout et n'importe quoi. Et donc dans le débat et dans la construction même du débat citoyen, et c'est ce qu'a évoqué tout à l'heure Frédéric, il est important qu'il y ait au départ une mise au point de ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et il y a un certain nombre d'experts qui sont parfaitement capables de le faire, et tu l'évoquais aussi, en disant, voilà, sans prendre position. Et c'est fondamental. Mais si les experts restent dans leur tour d'ivoire, en disant, nous savons, bon, et c'est trop difficile, et on ne peut pas en discuter, eh bien ça n'avancera pas. Hein. Donc c'est tout l'enjeu, en effet, de comment on crée le dialogue, qui est totalement fondamental, entre les experts, les sachants que nous sommes, un peu rejetés, et de ne pas rester uniquement dans ce qu'on va appeler très rapidement le top-down, et de construire quelque chose issu de la société civile. C'est tout l'enjeu. Il faut qu'on le réussisse. Il faut qu'on le réussisse parce qu'on le voit bien que c'est une demande qui dépasse très largement le problème de la bioéthique, hein, qui va être, je l'ai évoqué, le débat démocratique en santé, et on voit bien, et on voit même, je ne sais pas où ça aboutira, et je vais finir quand même là-dessus pour terminer sur les gilets jaunes, hein, eh bien, où on va aller sur le débat national. Et il faut que l'expertise et qu'un certain nombre de vérités puissent être à un moment donné. Le Forum européen de bioéthique remercie infiniment le CCNE et son président de nous avoir offert cette très belle table ronde. Merci.